Alors, on a parlé de musique, de son, de bruit. On pourrait parler aussi, évidemment, ici à l'IRCAM, de silence. Je pense à Cage et à son expérience d'une chambre anéchoïque. C'était pas celle de l'IRCAM, je crois, c'était aux États-Unis, puisqu'il y a ce lieu très particulier qui a servi aussi bien dans les départements R&D des grandes entreprises. Et l'IRCAM, je crois, est un des premiers lieux où il y a eu cette chambre anéchoïque qui est dans les sous-sols. Oui. On est passé devant Oui. tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Comment presque envie de dire à quoi ça sert, puisque moi j'y suis rentré, c'est très surprenant de perdre le son. La chambre anéchoïque, c'est, si vous voulez, pour le son, un peu ce que c'est qu'une chambre aseptique dans le milieu médical, dans lequel on a éliminé tout élément organique, de telle sorte qu'on peut faire des expériences pures, d'une certaine manière, qui ne sont pas perturbées par des éléments extérieurs. Et bien là, c'est pareil, on est dans une salle où il n'y a absolument aucune réflexion sur les murs, parce qu'il y a des matériaux qui l'empêchent. Et à ce moment-là, on peut y faire des expériences sur la diffusion du son qui sont absolument pures et qui ne sont pas perturbées en fait, par le fonctionnement, par le rayonnement de la salle autour des sources. Alors aujourd'hui, les salles anéchoïques, c'est banal dans tous les laboratoires, d'acoustique. Les laboratoires d'acoustique en général ont une salle anéchoïque et certains laboratoires ont des salles beaucoup plus grandes que la salle de l'IRCAM qui est petite. Mais l'IRCAM était effectivement une des premières. Et alors, Cage, pourquoi Cage? Effectivement, Cage est fasciné par le silence. Vous connaissez sa pièce célèbre 4 minutes 33. Qui est une pièce totalement silencieuse. Et Cage est aussi donc un des personnages qui inaugure dans les années 60 une certaine relation au hasard. Et donc, d'une certaine manière, comme Schaeffer, à la suite des bruitistes, révolutionne la musique en introduisant des éléments considérés jusque-là comme complètement extérieurs Et et piano préparé, exogènes. notamment. Et voilà. Cage va introduire non seulement des matériaux étranges, avec timbriques, timbro et bruitistes, mais il va aussi introduire des concepts comme cette idée de silence qui vient des philosophies orientales, c'est-à-dire du vide, du rien. Faire de la musique avec du rien, ça aussi, quelque part, c'est une provocation, un peu à la Duchamp, de certaine manière. Mais aussi et surtout la notion de hasard, avec ces fameuses pièces utilisant le yicking, donc qui est le jeté de bâtonnets chinois qui permet d'être ensuite interprété et de déterminer pour lui des paramètres de pièces musicales. Donc c'est important parce que ça va être l'introduction du hasard. Et là, d'une certaine manière, c'est un hasard, ce qu'on appelle en anglais chance, c'est la chance. Donc c'est un hasard qui n'est pas formalisé. Et Cage n'est pas un formalisateur. Cage est quelqu'un qui est intuitif. Mais c'est intéressant cette introduction du hasard parce que ça prélude à une autre utilisation du hasard, mais alors elle mathématisée. Donc on rentre dans le champ qui porte le doux nom de stochastique avec Xenakis. Et donc Xenakis est aussi un autre pan de la musique qui souffre dans les années 60. Évidemment, multiplié dans l'usage de l'ordinateur et de la valeur Oui. random en code, par exemple. Alors, pour revenir à l'ordinateur, je crois que c'est l'un des premiers livres mentionnant la relation entre art et ordinateur, justement, c'est Abraham Moll en Oui. 71. Mais on pourrait aussi évoquer la musique et les mathématiques, et justement avec Xenakis. Tout à fait. Alors, pour revenir brièvement sur Moll, effectivement, il publie ce livre qui est tout à fait visionnaire au début des années 70, mais son ouvrage en fait, fondateur date de 1958. Et donc de la période dans laquelle il fréquente Schaeffer et tous ces gens-là, c'est théorie de l'information et perception esthétique. Et donc ça, c'est un ouvrage considérablement important, parce que c'est un des tout premiers ouvrages qui, à la suite des théories de Shannon sur la théorie de l'information, relie la théorie de l'information et la création, la notion de création artistique. Or, jusqu'à aujourd'hui, un très grand nombre des recherches et des outils scientifiques utilisés pour la modélisation de la musique, que ce soit à des fins d'analyse ou à des fins créatives, utilisent la théorie de l'information. Donc là aussi, il y a une très grande vision. Et l'élément majeur de cette vision, c'est de considérer que les formes qui émergent d'un message artistique n'existent que par la perception. Et donc il faut intégrer la perception
dans l'analyse de l'information musicale. Donc ça, c'est un point extrêmement important, et qui va reprendre ensuite dans Art et ordinateur, en 71, avec l'idée, alors elle aussi tout à fait visionnaire, parce qu'à l'époque, ça ne peut pas être mis en œuvre par la technologie, mais aujourd'hui, ça commence à pouvoir l'être, avec l'idée que si on fait un système artificiel qui va être capable soit d'analyser des œuvres d'art, soit d'en produire ou d'aider des créateurs dans leur démarche de production, il faut évidemment qu'il y ait des mécanismes génératifs, mais il faut aussi qu'il y ait des mécanismes d'évaluation, et il faut qu'il y ait des mécanismes qui, d'une certaine manière, imitent la perception, ou comprennent, ou modélisent, comprennent quelque chose de la perception, pour créer en quelque sorte des sujets artificiels, des sujets observateurs artificiels qui sont quelque part dans le système, et qui sont un des éléments de système qui portent une sorte de jugement synthétique sur les productions. Et ça, c'est permis aujourd'hui par les toutes dernières recherches de l'intelligence artificielle, dont on parlera un peu plus tard, et c'est un point où effectivement Abraham Moll est tout à fait visionnaire. Et alors, il a cette idée, il a écrit un ouvrage qui s'appelle les sciences alors c'est pas les sciences molles, les sciences de l'imprécis, et qui sont un petit peu la préfiguration de ce qu'on appelle aujourd'hui les humanités digitales. En tout cas, c'est l'idée que la formalisation mathématique et puis ensuite l'utilisation algorithmique de l'ordinateur peut permettre de contribuer à la pensée sur les sciences humaines ou à la création artistique. Et c'est quelque chose qu'il défend de manière très forte. Et un des grands maîtres, disons, de cette démarche-là, c'est évidemment Xenakis, dont je parlais tout à l'heure. Alors Xenakis, dès les années 50, avec Métastasis, première pièce qui n'utilise pas l'ordinateur, mais qui est totalement formalisée dans toutes ses dimensions et dans tous ses paramètres par des formules mathématiques. Ensuite, il écrit Acoripsis, pour laquelle il utilise un programme d'ordinateur écrit en Fortran. Et en 63, il écrit la série des pièces ST, ST4 pour quatuor, ST10 pour ensemble, ST48 pour orchestre, qui, à l'aide d'une machine IBM, sont totalement générés par ordinateur. Pas le son. L'ordinateur écrit des tableaux de chiffres pilotés par ces ensembles de règles et de lois de probabilité dont j'ai parlé, et que ensuite le compositeur transcrit sous forme de partition. Donc ça reste une partition traditionnelle jouée par des musiciens, mais la substance musicale, en fait, est engendrée par un algorithme. Alors là, on parle de musique qu'on pourrait qualifier de savante. On va dire parallèlement à ça, il y a la musique plus populaire avec un événement où on va dire une innovation qui est le synthétiseur, notamment grâce je pense au synthétiseur Moog, oui. Qui est aussi un phénomène très important dans les musiques plus populaires. Oui, avec l'invention du synthétiseur modulaire, qui est un ensemble de modules, oscillateurs, filtres, générateurs stochastiques, c'est-à-dire de hasard, qu'on peut combiner de toutes les manières possibles et imaginables, y compris avec du feedback, c'est-à-dire en rebouclant les sorties du système sur les entrées, donc en créant des sons très complexes qui en quelque sorte ont leur propre vie intérieure et se maintiennent par eux-mêmes. Robert Moog crée finalement là aussi un nouveau champ créatif parce qu'il crée la possibilité d'un langage. En fait, en musique, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on a la possibilité d'une combinatoire, et encore mieux si on peut un petit peu la formaliser et l'écrire, alors on a la possibilité d'un langage musical et on a la possibilité d'une création musicale. C'est ce qui s'est passé avec le bruit initialement, c'est ce qui s'est passé avec le son fixé, avec Schaeffer, et là c'est ce qui arrive avec le synthétiseur modulaire, et ça va créer toute une école, aussi bien en musique populaire qu'en musique savante, et avec tous les degrés intermédiaire, et ça va en fait d'une certaine manière généraliser la notion de musique bruitiste, musique concrète, à la notion totalement générale de musique électroacoustique, c'est-à-dire incluant non seulement la notion de son fixé, de son enregistré, mais aussi de dispositifs électroniques dynamiques, créant le son à la volée pendant l'interprétation même du concert, aux musiques mixtes, mêlant instruments acoustiques et dispositifs électroniques, ce qu'on appelle musique avec live électronique aujourd'hui, et toutes les échelles, disons, dans ce spectre, qui permettent de construire en fait des dispositifs instrumentaux innovants sur la scène. Alors on est donc dans les années 60, c'est la création de l'IRCAM qui ne sera ouverte que à la fin des années 70, mais en fait il y a déjà une sorte de préconfiguration de l'IRCAM par son fondateur qui est Pierre Boulez. Oui, le projet se met en place en 69, voilà. Effectivement. Et qui a marqué jusqu'à aujourd'hui l'IRCAM. Donc est-ce que ça correspond en 69 à un besoin ou est-ce que c'est une idée comme ça de Boulez ou...
Alors, je pense que dans les années 60 naît cette idée de la recherche musicale, ce qu'on appelle la recherche musicale. La formule vient de Schaeffer, un groupe de recherche musicale d'ailleurs, et donc initialement elle s'applique aux théorisations de Schaeffer et qui sont liées à l'esthétique que défend Schaeffer. Mais ce qu'on voit, c'est que dans les années 60, tout ça se généralise considérablement. Ça se généralise à l'électroacoustique en général, aux synthétiseurs, aux musiques hybrides, aux musiques complexes, mettant en œuvre des dispositifs instrumentaux, des dispositifs électroniques, des dispositifs liés au son enregistré, des dispositifs mécaniques. Et naît l'idée, en fait, d'une recherche musicale qui aurait une valeur intrinsèque, comme la recherche scientifique a une valeur intrinsèque, et ses propres codes d'évaluation, de validation. Et je pense que c'est quelque chose, c'est une idée à laquelle Boulez est attaché. Et lorsqu'en fait on lui demande de revenir en France, c'est le président Pompidou, parce qu'à ce moment-là, Boulez mène sa brillante carrière de chef d'orchestre à l'étranger. Initialement, je crois, on lui demande de revenir pour diriger un ensemble, et Boulez refuse et dit « moi je veux bien venir, mais moi j'ai quitté la France parce que c'était un peu tiède, un peu mou, mais si je viens, ce serait pour développer vraiment de nouvelles idées », et il a l'idée, et il propose l'idée d'un centre de recherche musicale. Ce n'est pas dans le nom de l'IRCAM, parce que l'IRCAM, c'est l'Institut de recherche et de coordination acoustique musique, mais à l'époque, je crois que l'expression qui est employée effectivement par Boulez, c'est celle de recherche musicale. Donc on voit que c'est un concept qui émerge pendant ces années 60 avec leur fort bouillonnement et leur forte créativité, et que Boulez arrive à ce moment avec sa vision, c'est un visionnaire, et l'idée que pour que puisse exister une recherche musicale, il faut mettre en place un centre avec des idées, des concepts fondamentalement nouveaux.